Europe 1, la vie devant soi. Elisabeth Assayag. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accompagner cet été, 1 heure chaque jour avec vous pour parler psychologie, bien-être et tout ce qui va nous faire du bien. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu dis? Fais entendre ta voix. Parle-moi de toi. Faire entendre ta voix, nous dit Jean-Louis Aubert. Et oui, c'est pas toujours évident de parler, d'exprimer ses sentiments ou tout simplement de prendre la parole. Pour certains, c'est inné, mais certains d'entre nous craignent ce moment, sueur froide, estomac noué, balbutiement. Pourquoi est-ce si difficile de prendre la parole? Il paraît que plus d'une personne sur 2 appréhende cette situation et près d'une personne sur 3 renonce carrément à s'exprimer devant un groupe. Pourtant, c'est un art et c'est un art qui s'apprend. Alors, si on osait prendre la parole, c'est le titre de votre émission. Pour en parler, je reçois Michel Lévy-Provençal, fondateur des conférences TEDx Paris, auteur du livre « On ne naît pas orateur, on le devient » aux éditions Larousse. Marie Verguet, coach en prise de parole et en communication verbale. Elle vient en aide à ceux pour qui parler est un calvaire. Et puis, nous entendrons des témoins qui ont réussi à surmonter cette peur de parler, ainsi que des professeurs des écoles qui forment les élèves dès le plus jeune âge à prendre la parole. Et il y a encore du boulot. Et nous terminerons l'émission avec l'info en plus de Marjorie Sediki qui nous rejoint cet été. Bonjour Marjorie. Je viendrai tout l'été, chaque jour, conclure l'émission avec une info en plus en rapport avec notre thème du jour. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Du grand oral, le nouvel examen du baccalauréat prévu en 2021. Et comme chaque après-midi, suivez l'émission sur europe1.fr. Vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag LVDS ou encore sur Facebook sur le compte La Vie Devant Soi. La vie devant soi sur Europe 1. Et si on osait prendre la parole, on en parle cet après-midi dans votre émission avec Michel Lévy-Provençal, fondateur des conférences TEDx Paris, auteur du livre « On ne naît pas orateur, on le devient » aux éditions Larousse, et Marie Verguet, coach en prise de parole et en communication verbale. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je n'y arriverai jamais, elle va me trouver ridicule. De telles pensées négatives sont le lot quotidien des phobiques de la prise de parole. Marie Verguet, vous êtes coach en prise de parole. Comment expliquez-vous qu'il y ait des personnes qui n'ont pas de difficulté à parler et à prendre la parole, et pour d'autres, c'est un calvaire, c'est une épreuve? Oui, alors une des explications que j'ai, c'est que c'est beaucoup lié à la confiance qu'on peut s'accorder, à la légitimité qu'on peut se trouver, et dans bien des cas, en tout cas c'est ce que je vis moi dans mes accompagnements, les personnes au final c'est plus un travail sur eux qu'ils sont en demande de faire, plutôt que véritablement un travail sur la prise de parole. Je dirais le prétexte c'est la prise de parole, mais quand on creuse un petit peu, c'est essentiellement un travail sur eux et sur leur confiance, sur leur légitimité. Mais c'est quoi, de quoi vous parlez quand vous parlez de légitimité? Ouais. Il faut faire un travail sur quoi? J'ai le droit de prendre la parole, Oui, c'est ça? j'ai le droit de prendre la parole, j'ai de la valeur, je suis capable d'expliquer des choses devant des gens, je suis capable de défendre une thématique, j'ai un intérêt à ce que je fais ou à ce que j'ai dans ma vie comme expertise, et j'ai envie de communiquer dessus. Alors sur quoi repose cette crainte d'exprimer? On a peur des autres? Oui, beaucoup. Carrément. C'est le regard des autres. Et puis ce que je peux aussi noter, c'est beaucoup de personnes vont être dans une injonction de perfection. C'est-à-dire qu'ils ne s'octroient pas le droit à l'erreur. Il faut que ce soit parfait. Voilà. Et donc du coup, pour un travail de prise en parole, c'est assez compliqué parce que le travail de la prise de parole, ce travail, ça prend ce modèle, ce module. Et donc le fait de pouvoir avoir des gens qui veulent absolument tout de suite être parfaits, ils veulent tout de suite avoir le niveau de Barack Obama, c'est un petit peu compliqué pour certains. Donc du coup... Alors il y a cette peur enfin on veut être parfait, il y a aussi cette peur d'être jugé constamment, beaucoup le aussi. regard des autres. Beaucoup ça aussi. remonte, on va dire encore que ça remonte à l'enfance? Oui, il y a certains cas où ça peut être effectivement ce type de situation. Il y a d'autres personnes qui veulent briller entre guillemets, ou en tout cas correspondre à l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, et qui peut être un peu faussée ou qui peut être trop par rapport à ce qu'elles sont capables d'assumer. Et donc du coup, il peut y avoir ce regard des autres qui va être extrêmement perturbant. Alors ceux qui ont peur consultent parfois pour aller mieux. Bonjour Ania. Alors vous avez 30 ans et vous venez de démarrer un métier de commercial en novembre dernier. Donc qui dit commercial dit qu'il faut s'exprimer, il faut convaincre des personnes. Vous devez vendre du matériel de cuisine dans les restaurants. Voilà, c'est ça. Et vous êtes timide à la base? Alors, plus introvertie que timide, je dirais.
Et Vous avez voulu vous faire aider ? Voilà, j'ai voulu déjà me mesurer en fait. L'objectif de consultation de Marie en l'occurrence, c'était de me mesurer justement il y avait cette crainte de légitimité. Je suis pas de langue française maternelle. Donc déjà, votre langue maternelle n'est pas le français. N'est pas le français, c'est le russe. Et il y avait aussi, voilà, c'est exactement cette question de légitimité, voire de syndrome d'imposteur. Ah, carrément. Pourquoi moi ? Quelle légitimité j'ai d'aller donc faire de la prospection ou même au-delà de la prospection, au-delà de recherche des clients, je dois aussi faire des démonstrations culinaires. Alors comment vous y êtes pris ? Pour reprendre confiance en vous et obtenir cette légitimité de prendre la parole. Alors j'ai l'impression que c'est un long chemin. Je sais pas si un jour je vais me réveiller en me disant voilà, c'est bon, j'ai la légitimité, je me sens parfaitement à l'aise et tout. En fait, j'ai appris à faire avec. Alors comment ça se passe quand vous devez concrètement parler de votre matériel de cuisine que vous devez vendre à des restaurateurs ? Comment vous vous y prenez ? Vous respirez avant ? Vous vous entraînez ? Quels sont vos... Donc déjà j'ai fait un stage de 2 jours, donc un long stage en tout cas un stage très intensif sur la prise de parole, où j'ai eu à m'essayer devant un vrai public. Et l'avantage de ce type de stage, c'est qu'on a un retour très franc en fait des personnes qui sont en face. Vous parlez en public ? On parle en public et c'est vraiment un stage destiné à ça. Donc c'est pas la même chose que d'être dans un milieu amical ou professionnel où on n'a pas forcément le retour à franc et davantage de constructif bienveillance aussi. Voilà, ouais. Et voilà, c'est soit de la bienveillance, soit au contraire de la malveillance. Et là, ça m'a permis justement de me rendre compte que entre ce que je ressens, mes émotions, mon questionnement en moi, entre ce que les personnes perçoivent, il y a parfois une grande différence. Et au lieu de toujours se ruminer dans la tête, mais de se concentrer sur ses peurs et son ressenti, on oublie un petit peu cette connexion qu'on peut avoir avec les personnes. Et parfois l'image que l'on dégage n'est pas celle que l'on ressent. Exactement. Marie Verguet, c'est le cas ? C'est ce que vous leur apprenez à vos élèves ? Disons que ce que j'aime bien effectivement dans ce type de travail, c'est que surtout quand ce sont des personnes qui ont un travail à faire sur entre guillemets sur eux-mêmes, c'est de justement voir cette dichotomie. De voir comment ils peuvent donner à voir et donner à entendre quelque chose de très différent de ce qu'ils ressentent eux. Et alors, par exemple, ça peut être quoi, par exemple ? Ça peut être des gens qui vont me dire, à qui on va dire, je t'ai trouvé vraiment, t'étais bien, t'étais cohérente, on a très bien compris ce que tu disais, on sentait pas du tout de stress, t'étais très à l'aise. Et quand on va demander à la personne, elle a les jambes qui flageolent, elle s'est sentie nulle, elle a trouvé que tout l'argumentaire qu'elle avait préparé, elle a pas pu dire ce qu'elle lui avait préparé. Et au final, le rendu, il est tout à fait valable, il est tout à fait à la hauteur. Et donc, un des exercices, effectivement, de ce type de stage, c'est de montrer ça, cette dichotomie. Alors, on l'a compris, c'est parfois handicapant de prendre la parole, de s'exprimer. Heureusement, et on vient de l'entendre avec Anya, ça se soigne. Et puis d'autres en font leur métier. Michel Lévy-Provençal a importé des États-Unis les conférences TED Paris. Il est avec nous et il nous donnera les clés pour être un bon orateur. La vie devant soi, Elisabeth Assayag sur Europe 1. Et si on osait prendre la parole ? On en parle cet après-midi dans votre émission avec Michel Lévy-Provençal, fondateur des conférences TEDx Paris, auteur du livre Les secrets des meilleurs orateurs aux éditions Larousse. Nous sommes avec Marie Verguet, coach en prise de parole et en communication. Que la manière dont on se présente au monde n'a pas d'importance. L'éloquence, la rhétorique, c'est précisément ça que je veux vous apprendre. L'art de bien dire. Vous avez reconnu peut-être Daniel Auteuil dans le film Le Brio, ce prof qui apprend l'art de parler à son étudiante en droit. Michel Lévy-Provençal, vous êtes un spécialiste de la parole, on peut vous appeler comme ça. Oui. Vous en parlez dans votre livre, il y a ces clichés en France qui poussent à croire que nous sommes le pays des mots, le pays de l'éloquence, et pourtant il est courant aussi de penser que les Français sont médiocres à l'oral, notamment concernant la qualité de la prise de parole en public. Comment vous l'expliquez ? Pourquoi sommes-nous si mauvais ? Je pense que nous avons une culture de l'écrit plus qu'une culture de l'oral, ce qui est de moins en moins le cas depuis un certain nombre d'années déjà. On commence à apprendre l'éloquence à l'école, récemment d'ailleurs.
Le gouvernement a fait ce choix. On va en parler à la fin de l'émission. Effectivement, à l'école, des cursus pour apprendre à s'exprimer à l'oral. Je voudrais juste revenir sur ce que disait Anya il y a quelques instants. Anya, notre témoin qui a surmonté sa timidité grâce à des stages de coaching vocal pour apprendre à mieux parler. À propos de la légitimité. Et il est vrai qu'en plus, nous retrouvons plutôt ce phénomène dans les populations de femmes. Lorsque nous organisons nos événements face au cœur de notre communauté et que nous mettons des intervenants face à un public d'un millier, de 2000 personnes, 3000 personnes, et que nous allons chercher des intervenants, la plupart du temps, les hommes répondent oui. Et les femmes nous disent « Écoutez, j'ai peut-être quelqu'un à ma place pour monter sur la scène » et c'est souvent un homme. Vous parlez de ces communautés. Je rappelle pour nos auditeurs qui vous connaissent pas forcément, vous avez importé en France les conférences TEDx. Ce sont des personnes qui montent sur scène et devant des centaines de spectateurs, des milliers. Des milliers de spectateurs. Le conférencier est seul. Il développe une idée pour changer le monde, c'est comme vous dites. Effectivement, des milliers de spectateurs dans la salle, plus de 150 000 personnes dans notre communauté, sur les réseaux sociaux et sur le web. Il n'y a pas que les conférences TEDx Paris, d'ailleurs nous organisons d'autres conférences, les conférences BOMA, les conférences L'échappée volée il y a quelques temps. Le principe, c'est de prendre la parole. L'idée est effectivement de proposer des idées nouvelles, de présenter des initiatives, des projets face à un public. Ce qui est important à retenir, c'est qu'une prise de parole, c'est avant tout un message. C'est avant tout un message original, incarné par une personne qui est probablement la seule à pouvoir l'incarner. D'où ce sentiment d'illégitimité et d'imposture. Donc un des travaux qu'on a à mener, c'est de faire en sorte que la personne qui s'exprime se sente légitime. Et pour pouvoir faire ça, c'est avant tout de la mettre dans la situation de la prise de parole. La prise de parole, ça n'est pas inné. Il n'y a pas de gène qui dit que nous sommes capables de nous exprimer face à un public. Ça s'apprend. Pourtant, il paraît qu'il y a des orateurs doués d'une aisance naturelle. Ça se travaille. En réalité, tout se travaille. Et d'ailleurs, on s'en est aperçu au fil des années, les anglo-saxons, dont on sait qu'ils ont plus d'aisance en public, en réalité apprennent très tôt à prendre la parole en public, dès leur plus jeune âge. Donc l'objectif est avant tout, par l'exercice, par la pratique, de redonner confiance aux orateurs pour pouvoir s'exprimer face à un public de plus en plus large. Alors vous dites que aux États-Unis ou en Angleterre, c'est quelque chose qui est travaillé dès le plus jeune âge. Il y a même des exercices dans les classes ? Oui, dès la petite enfance, il y a un exercice qui s'appelle le show and tell. Les enfants sont amenés devant la classe à parler de leurs vacances, parler de leur animal de compagnie, parler d'un projet qui les anime, et le faire très tôt leur permet ensuite d'avoir cette aisance et d'avoir ce sentiment d'être naturellement doué pour la prise de parole. Et légitime ? Et légitime, évidemment, parce que cette légitimité, elle est tirée de l'exercice et pas tirée de... Donc vous parlez davantage de technique et d'entraînement plutôt que d'histoire personnelle, de confiance en soi. Je dis que la technique et l'entraînement permet de donner confiance et ensuite de surmonter sa peur. Marie Verguet, comment se sortir de la bouche sèche, la voix blanche, les mains qui tremblent, le cœur qui cavale ? Quels sont les petits outils que vous donnez à vos patients ? Il y en a beaucoup. Les principaux outils sont souvent liés à des techniques respiratoires qui permettent justement un retour à soi, qui permettent de réintégrer sa parole et qui permettent de gagner justement en efficacité. Après, il y a d'autres choses que moi j'aime bien aborder, toujours dans cette thématique du développement personnel. Moi, je crois vraiment que la prise de parole, c'est un outil extraordinaire de développement personnel. Alors, il y en a pour qui c'est moins évident que pour d'autres. Il y en a pour qui prendre la parole, c'est plutôt technique. Mais la plupart du temps, c'est vraiment... comment je vais arriver à intégrer plus qui je suis pour justement dispenser mon message avec beaucoup plus d'efficacité. Donc avec Michel Lévy-Provençal, on s'entraîne. Avec vous, Marie Verguet, on apprend à se connaître. C'est bien, c'est complémentaire. On se sent déjà mieux. Grâce à vous, on a compris que parler en public, ce n'est pas un don. Il n'existe aucun miracle en la matière. Dès le départ, pour s'exprimer devant un public, ça s'apprend, ça se perfectionne et ça commence dès le plus jeune âge. La vie devant soi, Elisabeth Assayag sur Europe 1. Et si on osait prendre la parole ? On en parle cet après-midi dans votre émission avec Michel Lévy-Provençal, fondateur des conférences TEDx Paris, auteur du livre « Les secrets des meilleurs orateurs » aux éditions Larousse. Marie Verguet est avec nous. Vous êtes coach en prise de parole et en communication verbale. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour. Vous êtes professeur des écoles à Sèvres, en région parisienne. Vous êtes en charge de classes de petites et moyennes sections et vous faites très attention à ce que vos petits élèves sachent prendre la parole. Comment ça se passe ? Oui, écoutez, c'est un petit peu difficile parce que quand ils arrivent à l'école à l'âge de 3 ans, ils ont tous un niveau de langage très différent. Certains s'expriment très bien déjà et puis d'autres, ils ont encore beaucoup à apprendre. Mais pour vous, c'est important qu'ils prennent, qu'ils aient l'autonomie de parler devant tout le monde. Oui, bien sûr, bien sûr. Certains le font très facilement, depuis longtemps d'ailleurs, on sent qu'ils ont une habitude, s'ils ont été à la crèche, si à la maison on parle beaucoup, d'autres beaucoup moins. Donc moi je mets en place toute la journée des activités par petits groupes et dans les coins de jeu où justement ils peuvent développer leurs aptitudes au langage. Mais alors comment faites-vous ? Vous les faites verbaliser ce qu'ils ressentent, ce qu'ils font ? Voilà, tout à fait. Alors il y a évidemment chez les petits beaucoup d'affectifs aussi, donc il faut les mettre en confiance pour qu'ils aient envie de parler. Et je crois que c'est une relation qui se tisse aussi entre l'enseignant et l'enfant, et chaque enfant, je dirais. Ensuite, oui, effectivement, chaque activité peut être ensuite évoquée, verbalisée. On revient dessus, on en reparle, on cherche les mots, on cherche les formulations. Donc là, je parle des activités gymniques, par exemple, tout ce qui se fait dans la salle de jeu, tout ce qui est vécu dans la salle de jeu, Vous leur dites quoi ? tout ce que les enfants vivent avec leur corps dans la salle de jeu. Monter, descendre, grimper, escalader, descendre. Enfin, vous voyez, toutes les activités gymniques sont très porteuses pour le langage. Et déjà pour mettre en place des phrases simples, et quand les enfants ont vécu les choses eux-mêmes, c'est beaucoup plus facile pour eux de verbaliser. Alors donc vous les laissez parler et vous essayez de ne pas trop intervenir, justement pour les laisser parler. Oui, c'est difficile pour les adultes, pour les enseignants de ne pas trop parler. Mais après, il y a une remédiation, c'est-à-dire que je reprends leurs formules pour leur donner les bonnes formules, disons, pour qu'ils parlent bien et qu'ils apprennent le mot juste, etc. Mais dans les classes, il y a des leaders de classe, c'est un peu comme dans la vie, et il y a les timides. Comment gérez-vous justement parce qu'en général dans les classes, quand il y a un leader, c'est toujours lui qui prend la parole. Voilà. Alors il y a souvent plusieurs leaders d'ailleurs qui se battent un petit peu pour avoir la parole. Donc eux, bien sûr, je leur laisse la parole, mais je suis obligée un petit peu de les brimer à certains moments. Les timides, de toute façon, prennent peu la parole en grand groupe. Alors comment faites-vous pour justement qu'ils se décoincent un petit peu et qu'ils puissent y arriver ? C'est un travail à long terme sur l'année, mais déjà je les prends en petits groupes pour que déjà en petits groupes ils puissent s'exprimer et prendre confiance en eux. Voilà, et quand ils ont pris confiance en eux en fin d'année, souvent ils se révèlent, ils commencent à lever le doigt, à prendre la parole, à enchaîner sur ce qu'ont dit les autres. Donc vous avez des résultats, vous pouvez, au-delà de leur développement normal d'enfants sur les 9 mois de l'année, vous voyez un résultat dans ces ateliers, dans le fait de leur demander de prendre la parole régulièrement. Oui, tout à fait. Oui. Et ils sont fiers de, j'imagine. Ah oui, ils sont heureux parce qu'ils existent. C'est ça, ils existent. Ils commencent à avoir une existence au sein de la classe, au sein du groupe, et on les regarde, eux, particulièrement, avec ce qui n'était pas le cas toujours. Ce qui n'était pas forcément le cas au début de l'année. Michel Lévy-Provençal, vous vouliez intervenir. C'est très important que les enfants, dès leur plus jeune âge, apprennent à parler en public. Et c'est aussi important de rattraper, pour nous, adultes, le retard, puisque nous n'avons pas appris à l'école à parler en public. On a appris à réciter une poésie, au mieux. Mais l'oral n'était pas aussi valorisé que l'écrit. Et c'est pour ça qu'il est très important aussi, pour les adultes, dans le cadre professionnel, mais aussi dans le cadre personnel, évidemment, de rattraper ce retard et de prendre des cours. Prise de parole en public. Par l'exercice. Merci Marie-Christine de nous avoir livré votre expérience de professeur de maternelle. Alors c'est bien d'essayer de parler en public, même tout petit, mais comment s'y préparer quand on est plus grand ? On va en parler avec vous, Michel Lévy-Provençal. On se retrouve dans un instant. La vie devant soi, Elisabeth Assayag sur Europe 1. Et si on osait prendre la parole, on en parle cet après-midi dans votre émission avec Michel Lévy-Provençal, fondateur des conférences TEDx Paris, auteur du livre Les secrets des meilleurs orateurs aux éditions Larousse, et Marie Verguet, coach en prise de parole et en communication verbale. Michel Lévy-Provençal, je m'adresse à vous. Petit cas pratique, on a reçu le message de Nathalie, 28 ans. Elle va être animatrice dans un club de vacances. Elle nous envoie ce message: je dois animer les activités à thème. J'aurai
j'aurai des petits groupes de 20 personnes. Je suis tétanisée, je me demande pourquoi j'ai accepté ce job. Ça vous fait sourire. Le premier conseil que je peux lui donner éventuellement, c'est de ne pas arriver face à un groupe en ne sachant pas ce qu'elle va dire ou raconter. On se prépare pour prendre la parole en public. On se prépare systématiquement, même pour s'amuser. Il faut avoir à minima un message à transmettre. Ensuite, pour aller un cran plus loin, peut-être essayer de construire une introduction. Et peut-être connaître même son introduction par cœur. Alors c'est une phrase ou deux. Mais l'entrée en matière est très importante parce que c'est le moment où vous attirez l'attention. Même pour animer une soirée loto, par exemple. Même pour animer ou pour faire un discours lors d'un mariage. Vous devez connaître votre introduction, idéalement par cœur. Le reste, évidemment, pas par cœur. Parce qu'il faut garder un certain naturel, une spontanéité, une authenticité. Et puis, votre message. Le message, c'est la clé de voûte de votre prise de parole. Souvent en conclusion. Et donc, connaissez votre message par cœur aussi, votre dernière phrase, ça aide beaucoup. Et au milieu, alors évidemment, laissez place parfois au naturel, à la spontanéité, même si il faut quand même essayer de construire à minima votre discours, autrement dit avoir des points de passage. Mais alors Nathalie, donc elle va animer un petit groupe de 20 personnes, elle prépare par cœur, si je résume, l'intro, et la conclusion, et le reste, il faut qu'elle entende le message qu'elle a à délivrer. Alors, l'introduction, la conclusion avec le message, et idéalement des points de passage. Savoir par où elle va emmener son audience pour atteindre son message. Je vous conseillerais d'utiliser des anecdotes, des histoires, faire appel à l'émotion, parfois aussi à son histoire personnelle. Ne pas hésiter à se mettre en scène. Et prendre parfois des risques. Vous savez, donc les il faut risques. avoir une petite dose de confiance en soi. Alors, la confiance, elle s'acquiert au fur et à mesure. Elle s'acquiert au fur et à mesure qu'on prend la parole. Mais à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Il faut y aller. Il faut y aller. Anya, je vous vois sourire. Vous faites comment quand vous devez... vous apprenez par cœur, vous suivez les conseils de Michel Lévy-Provençal, vous apprenez par cœur vos introductions et la vente. Enfin, l'introduction, oui. Il y a une phrase pas la classique. totalité du discours. Vous avez dit le début sinon, et la fin. L'introduction et la conclusion. Une phrase au début, une phrase à la fin. Vous l'apprenez par cœur ? Surtout lors de mes démonstrations culinaires, voilà, j'ai un scénario que je dois respecter, en fait, justement des points de passage. Ensuite, c'est beaucoup d'interactions, donc il y a un côté imprévisible qui est aussi très excitant finalement, qui donne ce qui nous amène de l'adrénaline. Et donc voilà, c'est exactement ce type de conseil que j'essaie de suivre, c'est-à-dire d'apprendre une phrase d'accroche au début. Ensuite, je sais sur quel point je dois insister et je laisse aussi la place à l'erreur, au naturel, à l'émotion, quelle qu'elle soit, aux anecdotes, à l'imprévu, parce qu'il peut y avoir toujours des imprévus. Donc vous laissez la place à être vous-même. Oui, finalement, c'est bien. Marie Verguet, d'abord pour commencer, Nathalie nous disait qu'elle allait donc être animatrice dans un club de vacances. Comment capter l'attention, tout simplement ? Demander le silence. Il y a un truc pour ça ? Alors moi, je voudrais effectivement, ça va répondre à votre question, revenir sur ce que disait Michel. Moi, j'essaye de synthétiser à chaque fois les messages que je dispense justement aux personnes qui m'accompagnent parce que c'est plus facile pour elles justement qu'elles le retiennent. Et il y a une petite recette que je peux dévoiler, qui est la méthode POM, la méthode que j'ai appelée POM, P-O-M, POM comme ça ressemble à la pomme, les gens s'en souviennent, qui est toujours faire attention, et ça rejoint vraiment ce que vous dites Michel, à qui je vais m'adresser. Quel va être mon public ? Donc le P de pomme, c'est quel va être mon public. Et en fonction du public que je vais avoir, alors mon message ne va pas être le même. Je ne vais pas ciseler mon message de la même manière. Je ne vais pas prendre les mêmes exemples. Je ne vais pas avoir la même, entre guillemets, architecture de ce que je vais dire en fonction du public que je vais avoir en face de moi. Le O, c'est quel est mon objectif ? Avec quel objectif je viens sur cette prise de parole au sens large du terme ? Avec quelle intention je viens ? Et d'affiner au maximum cette intention. C'est pas de dire « Ah ben j'ai envie que les gens ils fassent ceci ou cela ou qu'ils adhèrent à ça ou ça ». C'est par exemple un verbe. C'est quoi ? C'est fédérer, c'est convaincre, c'est vendre, c'est surprendre, c'est, je sais pas moi, séduire. Et du coup, de là découle tout un tas de comportements, de postures aussi physiques. La posture est importante. Exactement, de posture physique et de vocabulaire qui va découler de là. Et le M,
C'est évidemment le M de message. Quel est le message au final avec lequel je souhaite que les gens repartent? Donc pour cette jeune femme, ça peut être avec les personnes qu'elle va avoir à gérer. Qu'est-ce que c'est au final sa pomme? Et si elle travaille sa pomme, elle aura moins de stress. Mais alors ça c'est très bien, hein, la théorie elle est formidable, mais tous les symptômes physiques, les mains moites, le cœur qui bat vite, on fait comment pour les gérer? Alors, ça se travaille aussi. Michel Lévy-Provençal. Il y a plein de méthodes possibles. Hein. Une des règles, c'est quand même la répétition. C'est un peu comme un sportif. Vous savez, quand on doit courir un marathon ou même un sprint, on ne le fait pas pour la première fois sans connaître les aspérités du terrain, sans connaître à un moment donné aussi sa réaction face à une situation. Donc il faut rejouer cette situation à plusieurs reprises pour connaître ses failles, pouvoir jouer aussi avec ses failles. Et donc la répétition est absolument clé. Il y a une règle que moi je donne à mes intervenants, c'est ne jamais monter sur une scène sans avoir répété au moins 3 fois son intervention. 3 fois, c'est bien. Au-delà, c'est un peu mieux. Trop, ce n'est pas bien. Parce qu'on finit par connaître son discours par cœur et être totalement désincarné. Il m'est arrivé de trop préparer des intervenants et de perdre cette émotion, cette authenticité, cette âme. Ce qu'on disait tout à l'heure, cette capacité à un moment donné d'être surpris, de faire une erreur, d'être humain en fait. D'être humain. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est un équilibre entre la préparation et le naturel. Exactement. Et c'est les mêmes conseils pour les discours de mariage, par exemple? C'est la même chose. Oui, ça fonctionne aussi pour les discours de mariage. Oui. Ensuite, évidemment, le message ne sera pas le même. Oui, non, bien sûr, à chaque fois, le sera pas le même. Le public non plus, mais le public non plus. Vous, Ania, vous avez répété chez vous avant d'aller vendre les ustensiles culinaires au restaurateur? Tout à fait. Vous avez répété devant votre miroir? Oui, sur les conseils de Marie, justement. Donc j'ai fait des répétitions. Et pour rebondir justement sur les symptômes physiques qu'on a tous, et chacun a les siens, j'ai commencé... Mais moi, c'était oui, les genoux qui tremblent, les mains moites, j'avais chaud, enfin, j'ai toujours un peu chaud devant la prise de parole. En fait, ce qui m'a beaucoup aidé, tout d'abord, c'est de les accepter. C'est de dire, c'est comme ça, j'ai le trac, et avoir le trac, c'est normal. Maintenant, il faut pas que le trac me dépasse et m'empêche, en fait, de bien faire et de bien dire ce que j'ai à dire. Donc, j'ai appris tout d'abord à faire avec, à l'accepter. Et ça se passe beaucoup mieux. Les premiers instants, ce sont les plus difficiles parce qu'on est en plein justement dans ce trac. Et avec tous les symptômes présents. Dans tous les symptômes, exactement. Mais grâce au travail corporel, justement. De respiration et aussi de centrage, en fait, de bien se centrer, de se sentir bien dans son corps, de les ressentir, les symptômes, de les accepter. Ça permet d'être à 100% là, présent à soi, présent aux autres aussi, et de mieux faire son discours. Bon alors là, normalement on est au point. Restez avec nous. Michel Lévy-Provençal, vous nous direz justement ce que vous pensez de la méthode de Nadia. Nadia, elle est en ligne avec nous, elle est professeure d'histoire-géographie et elle simule des débats parlementaires avec ses élèves de seconde et première pour qu'ils s'exercent non seulement à prendre la parole, mais aussi à convaincre l'auditoire. La vie devant soi, Elisabeth Assayag sur Europe 1. Et si on osait prendre la parole? On en parle cet après-midi dans votre émission avec Michel Lévy-Provençal, fondateur des conférences TEDx Paris, auteur du livre Les secrets des meilleurs orateurs aux éditions Larousse. Marie Verguet, coach en prise de parole et en communication verbale, vous êtes avec nous. On l'a dit depuis le début de votre émission, prendre la parole, ça s'apprend, on s'entraîne et il faut commencer le plus tôt possible. Et c'est ce que fait Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire-géographie à Lyon. Vos élèves sont en première et depuis 3 ans, vous organisez des débats parlementaires. En quoi ça consiste? Alors, ça consiste à permettre de développer chez les élèves la prise de parole en public à travers un débat parlementaire qui aborde une question socialement vive. L'objectif est de les inciter donc à endosser le rôle d'un député ou d'un membre d'une commission parlementaire pour animer un débat parlementaire face à un public dans lequel ils incarnent donc le camp de la majorité ou le camp de l'opposition, avec un public chargé du vote en fin de séance. Ah oui, et ça prend toute l'année? C'est un travail de toute l'année? Ce sont des ateliers?
Oui, absolument. J'expérimente ça dans le cadre de l'ENSEE, qui permet donc de développer le parcours citoyen des élèves au lycée, de la seconde à la classe de terminale, et qui permet d'organiser donc 3 simulations de débat parlementaire avec les élèves, un en début d'année, vers le mois de novembre, le mois de décembre, le deuxième au mois de mars et le dernier au mois de mai. Alors vous qui leur permet de apprenez... voir la progression des élèves. Alors au début de l'année, vous avez un groupe d'élèves entre guillemets classiques qui n'ont jamais eu ce genre d'exercice, et à la fin de l'année, vous avez d'autres élèves, j'imagine, après tout ce travail de prise de parole et de débat. Absolument, j'ai des élèves qui sont devenus des orateurs, et pour certains d'entre eux, des orateurs confirmés. Je partage complètement le point de vue de Monsieur Lévy-Provençal sur le fait que la prise de parole en public est quelque chose qui s'apprend, et qui s'apprend par la répétition et par la mise en pratique des élèves au plus tôt. Alors moi, j'interviens dans le cadre d'un lycée, mon expérimentation s'adresse à des élèves, à des lycéens, de seconde, première ou terminale, mais ça devrait être anticipé plus tôt au collège et en classe primaire, voire même en classe de maternelle. Alors concrètement, vous leur apprenez quoi? Vous gérez leur prise de parole devant un groupe? Quels sont les exercices? Alors les exercices, j'essaye de leur apprendre à parler correctement, en public, à voix haute. J'essaye de leur apprendre à maîtriser leur voix, à varier les intonations pour être le plus convaincant. L'objectif, c'est de parler en public pour convaincre. Et dans le cadre d'une simulation de débat parlementaire, l'objectif est quand même de persuader l'auditoire du bien fondé de sa position pour obtenir la décision par un vote. J'essaye de leur apprendre également à utiliser le langage du corps, mais également du non-verbal à travers la gestuelle. Je leur apprends à affûter leurs arguments, et je leur apprends également la réfutation pour être en mesure donc de mobiliser des connaissances et de convaincre le public. Et puis l'objectif est également qu'ils soient capables de gérer leur temps de parole. Le trac et le temps. Le trac, absolument, le trac et le temps de parole, parce que c'est un exercice qui est extrêmement difficile pour les élèves d'apprendre à parler, à prendre la parole en public, en essayant de développer donc les compétences que je viens de citer au préalable, et sur une gestion de temps qui est quand même très courte. L'objectif, c'est de convaincre en s'appuyant sur une équipe au sein d'un camp qui collabore pour essayer donc d'être constructif dans les échanges et de participer à la réussite collective des élèves. Michel Lévy-Provençal. Oui, ce que vous faites est absolument clé. C'est très important pour non seulement les jeunes, mais aussi les adultes, d'aller au-delà de la simple prise de parole en public, comme nous en avons parlé tout à l'heure. Nous, on le voit, notre communauté qui, d'année après année, nous a dit la prise de parole, c'est bien pour l'inspiration, pour apprendre des choses, mais nous voulons aller un cran plus loin. On veut pouvoir interagir, on veut pouvoir débattre, on veut pouvoir entrer dans des controverses. On voit qu'au fur et à mesure que nous avançons, plus la maturité est là, plus les acteurs dans le monde social, dans l'entreprise, dans la vie, ont besoin d'aller au-delà de la simple prise de parole et de se doter de nouveaux outils. La rhétorique, la capacité à argumenter et à débattre. Et ça, c'est vraiment superbe de le faire dès le plus jeune âge. Dès la première ou dès la terminale. Vos élèves jouent le jeu, Nadia? Vous n'avez aucun qui disent « Oh là là, je tombe dans la classe de cette professeure d'histoire géo, il va falloir faire des débats toute l'année, apprendre à parler ». Alors je ne sais pas si... Alors ce que je peux vous dire, ça fait 3 ans que je mets en place cette expérimentation, et je commence à être connue comme quelqu'un qui développe justement l'art oratoire à travers les débats parlementaires. Les élèves sont pleins d'appréhension au début d'année, ce qui est légitime et logique dans la mesure où ils n'ont pas pratiqué avant. C'est vrai, ce que disait Monsieur Lévy-Provençal est très juste. On est dans une culture de l'écrit, et moi, dans ma discipline, en plus, qui est l'histoire-géographie, il faut pouvoir raconter. On a des exercices qui sont fondés principalement sur la dissertation, le commentaire de document, qui est propre au travail de l'historien. Et là, en l'occurrence, on va mobiliser des connaissances qui sont des connaissances très solides, parce que pour convaincre, il faut avoir des arguments extrêmement pertinents. Mais à travers un exercice de rhétorique, donc de prise de parole à l'oral, dans lequel on fait appel à d'autres compétences. Et c'est ce qu'il travaille avec vous, Nadia. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi sur Europe 1. Vous avez peut-être déjà tous regardé les discours des grands de ce monde, comme Steve Jobs, le fondateur d'Apple, Barack Obama, ou encore les plaidoiries de l'avocat Éric Dupond-Moretti. Mais nous, dans nos vies un peu plus normales, comment bien parler, comment s'exprimer? Peut-être en prenant des recettes d'un nouveau mode de communication, les talks. Restez avec nous, on en parle juste après Jane, All Right.
La vie devant soi, Elisabeth Assayag sur Europe 1. Et si on osait prendre la parole? On en parle cet après-midi dans votre émission avec Michel Lévy-Provençal, fondateur des conférences TEDx Paris, auteur du livre Les secrets des meilleurs orateurs aux éditions Larousse. Marie Verguet est avec nous, vous êtes coach en prise de parole et en communication verbale. Alors il y a des talks, comme on dit, des discours qui ont marqué l'histoire, comme celui de Steve Jobs par exemple. On l'écoute, c'était en 2005 à l'université de Stanford. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. Steve Jobs qui assiste à une remise de diplôme de l'une des plus prestigieuses universités au monde. Il dit que lui n'a jamais terminé ses études. Il est là pour partager 3 expériences qui ont marqué sa vie. Rien de plus. Michel Lévy-Provençal, cette culture du talk à l'américaine a bousculé le modèle classique thèse, antithèse, synthèse. Au revoir et merci. On a tous les images de Steve Jobs sur une scène parlant sans notes, sans pupitre, là pour le coup, lors de ces fameuses keynotes qui ont bousculé finalement la manière dont on prend la parole en public. Steve Jobs, fondateur d'Apple. Fondateur d'Apple. C'était le cas particulièrement il y a une dizaine d'années. Lorsque nous avons, quand j'ai introduit notamment TED en France, c'était ces fameuses conférences. C'était une surprise pour l'audience. Aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. Aujourd'hui, dans les entreprises, dans le monde politique, on est habitué à prendre la parole de cette manière-là. Format court, impactant, sans notes, debout sur une scène. Regardez Emmanuel Macron, regardez Stéphane Richard. Ils s'expriment de cette manière aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose, je dirais, presque banal. En tout cas, une nécessité pour les leaders de pouvoir avoir cette capacité de s'exprimer face à un public de cette manière-là. Alors là, vous parlez des leaders. Mais dans la vie de tous les jours, pour ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être étudiants, patrons de PME, comment font-ils? Est-ce qu'il faut aussi qu'ils se mettent à savoir parler, à s'exprimer, à prendre la parole? Chacun a sa mesure, a l'occasion de s'exprimer de cette manière-là. Même en famille. Dans sa vie, même en famille. Non, c'est une absolue nécessité de pouvoir se donner à un moment donné à cet exercice. Et ça s'apprend. En revanche, ce qui est encore plus intéressant et peut-être un peu plus difficile, c'est d'aller au-delà. C'est pour ça, d'ailleurs, on a été poussé par notre communauté, je parle évidemment de la communauté TEDx Paris, je parle de la communauté BOMA, à aller plus loin, à inventer des formats qui dépassent le talk, seul en scène, parlant pendant 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes sur une scène, et à introduire l'interactivité, à introduire la controverse, à introduire le débat. Tout simplement parce que, d'abord, l'audience a envie de réagir. Et puis quand on se pose la question de la raison pour laquelle c'est intéressant d'utiliser ce type d'outil. À quoi ça sert un talk? À quoi ça sert de s'exprimer en public? À quoi ça sert? Ça sert avant tout à passer un message, mais c'est aussi des outils pédagogiques. Pédagogiques pour soi et pédagogiques pour les autres. Avoir cette capacité de transmettre un message, c'est aussi un moyen de transmettre une connaissance. Et à l'heure où nous vivons aujourd'hui une transformation majeure de notre histoire, l'histoire de l'humanité, il nous faut apprendre à tout âge. Et il nous faut tous apprendre non seulement à s'exprimer, mais aussi à apprendre des autres et qu'ils aient la capacité de transmettre ainsi leur connaissance. Et dans notre vie personnelle, on utilise les mêmes recettes, Marie Verguet? Quasiment. Puis je rajouterais aussi qu'à l'ère du digital, où on voit quand même beaucoup de choses qui sont pas très justement impactantes, il est plus que nécessaire de bien savoir communiquer. Restez avec nous. Je vous propose maintenant de conclure cette émission avec l'info en plus de Marjorie Sédiki. Bonjour Marjorie. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous. Tous les élèves candidats au baccalauréat vont devoir passer un grand oral. Et oui Elisabeth, c'est ce qui se profile à l'horizon. Alors c'est pas pour tout de suite, c'est pour 2021. C'est voulu par le gouvernement, c'est la grande réforme du baccalauréat. Et c'était en janvier dernier, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a présenté cette nouvelle réforme dans laquelle il souhaite supprimer d'abord les filières classiques. Il y aura plus de L, ES et S pour instaurer à la place plus de matières communes. Mais grande nouveauté, il va y avoir l'apparition d'un oral de maturité, ça s'appelle, à la fin de la terminale.
terminale. Un oral de la maturité, qu'est-ce que c'est que ça ? L'oral de la maturité, eh bien, si la réforme se fait, ce sera alors nos élèves qui sont actuellement en 3e qui vont essuyer les plâtres, puisque donc ce sera en 2021. L'oral se composera de 4 épreuves écrites, dont le français et la philosophie, plus 2 spécialités choisies par l'élève. Au lieu d'une dizaine de matières en ce moment quand on passe le baccalauréat, c'est une dizaine de matières actuellement. Maintenant, il y aura ces matières plus le grand oral. Alors lui, il va durer de 20 à 30 minutes. Il va se faire en 2 parties. À la fin de l'année, le candidat présente un projet sur lequel il travaille depuis la première, en lien avec des matières qu'il aura choisies au préalable. Et la deuxième partie, beaucoup plus difficile, et on n'est pas habitué à ça en France, c'est qu'on sera devant un jury et qui pourront poser des questions libres, alors sur une matière quand même que l'élève aura choisie, mais c'est impressionnant, on n'a jamais fait ça en France jusqu'à maintenant. Alors quel est l'intérêt de ce grand oral ? Pourquoi on y arrive ? Alors l'intérêt, c'est de valoriser l'oral, et c'est ce qu'a plaidé Jean-Michel Blanquer en déplorant, je le cite, une compétence largement insuffisante aujourd'hui dans notre pays lorsqu'il s'agit de s'exprimer dans un bon français avec des arguments et de savoir s'exprimer dans un français correct et, dit-il, essentiel pour les études, pour la vie personnelle et professionnelle. Vous savez qu'il y a beaucoup de concours ou d'oraux universitaires qui sont accessibles qu'avec l'oral, donc c'est très important. Et évidemment, aux entretiens d'embauche, personne actuellement est préparé pour des entretiens avec des oraux. Et la deuxième chose, c'est aussi parce que l'aisance à l'oral peut constituer un marqueur social. Ceux qui n'ont pas beaucoup de vocabulaire, par exemple, ça permettrait de faire une remise à niveau, forme de remise à niveau de tous les élèves. Et ces 4 épreuves écrites du baccalauréat et l'oral compteront pour 60% de la moyenne du bac. Les 40% restants, et justement, ça va peut-être être une source de stress parce que c'est ce qui se passe en Italie avec l'épreuve équivalente qui est le Colioco, si je prononce bien, mes amis italiens. Ça stresse beaucoup les élèves. Pourquoi ? Parce que si en France, nous, ça va compter 15% de la note finale et du baccalauréat, là-bas, ça compte pour 30%. Vous imaginez le stress un peu sur les épaules. Et le lycéen, là-bas, toujours en Italie, il va présenter un court mémoire sur le sujet de son choix, mais devant un jury de 7 personnes. Et tout ça pendant 1 heure. Alors sachez qu'en France, on va se préparer, ce sera beaucoup moins, de 20 minutes à 30 minutes, et sachez que les syndicats et lycées et parents d'élèves réclament un temps dédié dans les écoles, ce qu'on avait avec nos témoins aujourd'hui. Dans les écoles, il va y avoir une préparation pour passer, retenez bien, ce sera l'oral de maturité en 2021. Michel Lévy-Provençal, ça c'est bien, hein, vous étiez en train de sourire. C'est vraiment super. Il y a 10 ans, on disait qu'il fallait qu'à l'école, nous puissions prendre la parole en public et s'exercer. Voilà, c'est enfin fait. En fait, là où on sera très heureux, c'est quand on n'aura plus du tout besoin d'enseigner la prise de parole en public. Merci Marjorie, on vous retrouve demain. Merci Marie Verguet, merci Anya de nous avoir livré votre expérience et merci à vous, Michel Lévy-Provençal. On se retrouve demain, même heure, avec cette question, comment bien vieillir ?